Bienvenue. La politique en République démocratique du Congo est à géométrie variable. Les acteurs politiques s'expriment, mais l'actualité aussi est riche en événements. Et depuis quelque temps, on demande ce qu'en pense la classe politique. C'est que cette classe politique prévoit en termes de processus électoral, qui a déjà connu la loi électorale, mais également tous les bouleversements qui vont s'en suivre. Pour s'en convaincre, nous avons jugé bon de faire parler quelqu'un qui a pris du recul depuis quelque temps, ancien ministre de l'Industrie, ancien vice-ministre de la Formation, surtout un ancien collaborateur de Jean-Pierre Bemba, membre important de l'entourage de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il se centre, c'est le parti politique, sur le Congo. Il pense que le Congo a plus d'importance que les formations politiques. Notre invité est Germain Kambinga, qui doit nous rejoindre maintenant. Monsieur le ministre, bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur Télé 50 parce que ça fait un moment que vous n'êtes pas venu. Dès que j'ai annoncé sur notre portail que j'allais vous recevoir aujourd'hui, alors j'ai une multitude de questions, une trentaine d'ailleurs, qu'on demande où est-il passé, qu'est-ce qu'il pense de ce qui se passe. Tout va bien? Mais tout va très bien, mais c'est toujours un plaisir et c'est toujours avec émotion que nous nous retrouvons à Télé 50. Vous savez, cette chaîne a été à l'avant-garde de l'amorce d'une certaine façon de faire de la politique avec de la qualité, avec des idées, avec du fond. Et c'est dommage que vous n'ayez pas fait beaucoup d'enfants ensuite. Ça aurait fait beaucoup de bien à la politique congolaise. Nous sommes là, nous sommes revenus vous voir parce qu'il y a des sujets d'actualité. Et la République a besoin aussi... Le public est très curieux. De sortir de la théâtralisation permanente de la politique pour des sujets de fond, des réflexions de fond et des choses qui peuvent vraiment faire avancer le pays. Installez-vous. Vous savez que nous sommes en direct, donc les questions peuvent parvenir à notre régie pour que le ministre et président de ce parti politique qu'on appelle le Centre, Germain Kambinga, puisse répondre. J'ai déjà une vingtaine de questions vous concernant. Je vous reçois parce que on va aller vite dans le vif du sujet. L'actualité, c'est que la loi électorale a été votée au Sénat, c'est consolidant ce qui a été fait au niveau de l'Assemblée nationale. L'actualité, c'est que la RDC vient de vivre la visite du roi des Belges. Le pape nous a dépêché son numéro 2, qui vient de faire une grande messe ici à Kinshasa, mais également la retrouvaille de Wenge. Mais le pays est agressé. Le président de la République, aujourd'hui même, est pour parler au niveau des Luanda avec ceux qui nous agressent, notamment Paul Kagame, mais aussi ceux qui sont utilisés, les M23, sous les auspices du président Lorenzo. Mais aussi, votre ancien, je ne sais pas si c'est toujours ancien, formation politique, votre famille politique, le FCC et surtout le PPRD qui travaille pour le FCC, s'est réuni en bureau politique il y a quelques jours pour définir en quelque sorte et préparer les congrès qui vont avoir dans quelques semaines. Question. Germain Kambinga, pourquoi il est resté calme depuis sa dernière sortie, depuis même, je dirais, tous ces chamboulements qui se sont déroulés, FCC, divorce avec Cash, etc. Vous avez pris un temps de repos ou vous voulez vous repositionner peut-être pour un basculement comme ont fait les autres? Écoutez, Jean-Marie Kassamba, les 3 dernières années ont été des années avec beaucoup de mouvements dans l'espace politique. Il y a eu notre défaite aux élections, il y a eu l'échec de la coalition FCC-Cash. Il nous a semblé utile effectivement de prendre un moment de réflexion. Nous avons derrière nous plus de 15 ans d'activité politique, donc nous ne sommes pas dans une phase, si vous voulez, de notre carrière politique qui nous exige des courses de vitesse. Pour nous, la politique, c'est une course de fond. Et j'insiste sur le fond parce que nous avons perdu l'habitude de regarder le fond s'agissant des sujets politiques. Et c'est bien dommage pour notre pays. Ce temps de réflexion était essentiel
surtout pour travailler sur nos propres thématiques et sur la vision et les propositions que nous avons pour le pays. C'est pour ça qu'il y a 1 mois et demi, le centre a mis sur la table 100 propositions pour le Congo. C'est à cela que nous étions occupés. Parce que la politique ne peut pas continuer Vous dites 100 propositions. Nous avons fait 100 propositions pour la République. C'était le résultat de ce temps d'introspection. Ce sont des réflexions sur les questions économiques, diplomatiques, sécuritaires, sur les questions politiques. Nous avons mis cela à la disposition du peuple congolais. Nos communicateurs en ont fait la promotion, même ici à Télé 50. Et nous continuons à faire la promotion de cette idée que nous avons de l'avenir de notre pays. Et je pense que c'est cela que doit être l'activité principale des partis politiques. Nous ne pouvons pas être que dans la contradiction et la polémique des faits qui pourraient paraître comme le loge du théâtre en politique. Mais moi, je refuse ce que vous appelez cela. Théâtralisation de la vie politique? C'est qu'il n'y a C'est plus quoi? de fond. Il n'y a plus de fond. Je vous ai dit, nous sommes d'une génération politique que vous avez vu naître, parce que ça correspondait également avec votre propre retour en République démocratique du Congo. Oui. Il y a eu une fascination des politiques dans ce pays par la qualité. Des familles se réunissaient pour suivre les politiciens, voir ce qu'il y avait comme proposition en termes de renouveau. Des étudiants ont mieux fait leurs études parce qu'il y avait des politiciens qui servaient d'exemple. Ben, notamment vous servez de modèle à beaucoup de jeunes. Ça veut dire quoi? Vous êtes passé de porte-parole de Jean-Pierre Bemba à ministre et ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça qu'il fallait continuer à faire. Mais malheureusement, nous avons perdu en qualité. Le théâtre a commencé quand? Le théâtre a commencé lorsque les populations ont manifesté une impatience face aux résultats qui tardaient. Vous ajoutez à cela la problématique de la démographie et de l'existence d'une démocratie permissive. Vous ajoutez à cela l'extrême dérégulation du système médiatique qui a fait perdre aux médias le sens de l'excellence. Vous avez aujourd'hui des niveaux de débat politique qui nous inquiètent. Quand vous voyez... au niveau des polémiques que de propositions. Même au niveau du savoir-vivre, même, il y a un problème. Lorsqu'on voit ce qui se fait, pouvez-vous encore, comme à l'époque, faire une programmation, vous asseoir devant votre télé et dire, vous, intellectuel congolais, je vais suivre une émission politique, un débat politique, comme ceux qui étaient organisés à Télé 50, à la RTNC à l'époque, ça n'existe plus. Qui a péché dans cette dégénérescence? Nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables et je vais vous expliquer ma théorie. En réalité, le problème du schisme qui s'est opéré entre l'appétence que suscitait la politique au sortir du dialogue intercongolais et le désamour qui est né entre le peuple et son élite vient de l'incomplétude du dialogue intercongolais. Le dialogue intercongolais a été une occasion extraordinaire pour les Congolais, de toutes les couches sociopolitiques, de se retrouver et de réécrire l'histoire de ce pays. Mais malheureusement, dès lors qu'on a terminé la question des postes, toutes les autres problématiques ont été reléguées au calendrier grec. Donc la refondation de l'État. La refondation de l'État. Les textes fondamentaux. Mais surtout la définition d'une trajectoire de développement acceptée par tous, qu'on aurait pu couler sous forme d'un texte qui transcenderait les clivages politiques. Ça veut dire, si au sortir du dialogue intercongolais, nous avions eu un vade-mecum de la manière dont nous devons diriger notre pays dans la résolution des questions économiques et sociales, si nous avions eu un plan sur 30 ans, 50 ans, accepté à l'époque par tous les Congolais, déterminant les étapes par quinquennat, par décennie, le peuple aurait eu un tableau de bord pour suivre l'effectivité du travail accompli par les décideurs politiques. Je vais prendre une petite minute pour vous expliquer. Joseph Kabila sort de son pouvoir à un niveau de popularité très bas. Incroyable. Incroyable. Parce que c'est l'homme qui a trouvé ce pays en lambeaux, qui l'a réunifié, qui a créé l'État moderne congolais avec
la viabilisation d'une constitution, l'ordre judiciaire, le Parlement, le fonctionnement du gouvernement, le cadre macroéconomique, l'économie, le budget de l'État, tellement de choses finalement faites, mais on sort de là avec une population peut-être manipulée. Quelle est l'explication justement? Mais je vous ai donné l'explication. Oui. C'est parce que on n'a pas, à travers le dialogue intercongolais, déterminé une matrice d'objectifs en termes de développement socio-économique qui aurait pu servir de boussole pour dire non. En 10 ans, voilà ce qui était attendu de nos décideurs. En 5 ans, voilà ce qui était attendu. Vous savez, dans certains pays, pour avoir été le père de la Constitution, pour avoir été le père de l'alternance, il serait au panthéon de l'histoire et ce serait un personnage inatteignable en termes de critique. Mais parce que... Comme Nyuris Nyerere, comme Kaunda, comme Mandela, etc. Il n'y a pas de leader parfait. Le malheur du Congo, c'est qu'on a l'habitude de choisir, de mettre en avant les côtés qu'on considère comme négatifs de nos dirigeants. Vous avez passé quelques années à l'étranger en France, comme nous, on était tous à l'étranger à un moment. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle n'est pas un homme parfait. Il sort de l'histoire par la petite porte, en réalité. Oui, absolument. Comme Churchill. Exactement. Mais que retient l'histoire de Comme Churchill? Lénine. Que retient l'histoire du général de Gaulle? Refondation de la République. On se revendique gaulliste et c'est une fierté, c'est un argument. On a oublié mai 68, on a oublié qu'il a été obligé de démissionner parce qu'il avait été désavoué par les Français. On a oublié qu'après son intermède à la direction du pays, après 1945, il avait été rejeté, rappelé. Mais on a retenu l'essentiel. Chez nous, on ne retient rien parce qu'il n'y a pas de boussole. La politique se fait sans la définition d'un véritable sens, direction et signification. Aujourd'hui, le président Tshisekedi va souffrir de la même chose. Il va souffrir, vous avez dit. De la même chose. Parce que il pourra dire, j'ai fait la gratuité de l'enseignement, j'ai travaillé pour la remise en des finances publiques de l'état de droit. Par exemple, avec l'IGF, l'affaire du gendarme. J'ai fait des performances économiques. Oui. Mais comme il n'y a pas une référence commune, on a dans ce pays à un moment mis les noms des partis dans la Constitution. Ça veut dire qu'on aurait pu mettre, au sortir du dialogue intercongolais, un plan de développement qui serait la référence de l'évaluation de l'efficacité des actions des acteurs publics. Ça nous aurait permis de savoir, est-ce que Joseph Kabila a réussi ou a échoué? Parce qu'il a fait Transco, il a fait la bancarisation, il a construit de nombreux bâtiments publics, de nombreux ouvrages publics à Kinshasa, à Lubumbashi, à l'est du pays. Mais les gens vous diront quand même qu'il n'a rien fait. Même parmi ceux qui nous écoutent, vous verrez les commentaires, certains vous diront qu'il n'a rien fait. Certains vous diront que le fait que le pays en 2001 a été divisé par 4 et que lui, il ait remis le pouvoir d'un pays unifié, on vous dira que ce n'est rien. De la même façon, Tshisekedi... On dira qu'il n'a rien fait non plus. De la même façon, le président Tshisekedi vous parlera dans la présentation de son bilan de la gratuité de l'enseignement et de tout ce qu'il essaye de faire comme effort. Il y en a la plupart des gens vous diront qu'il n'a rien fait. Et qui disent d'ailleurs aujourd'hui, il ne fait rien. Que nous, et dans rien, on ne sait pas comment. Parce qu'au sortir du dialogue intercongolais, nous avons raté la seule occasion de déterminer de façon définitive pour 30, 50 ans même, un plan stratégique de développement, boussole, qui serait au-delà des aspirations des partis politiques. Vous savez que c'est profond ce que vous dites. Et on va revenir tout de suite là. Et c'est pour ça, j'atterris tout de suite, et c'est pour ça que nous avons abouti à ce schisme entre l'élite qui était supposée incarner le renouveau congolais et les espérances du peuple. Pendant que vous construisez Congo Airways, eux, ils veulent la couverture sanitaire universelle. Pendant que vous faites le boulevard du 30 juin, l'hôpital du Cinquantenaire, eux, ils veulent des bourses pour les étudiants. Donc, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de lien.
Et il faut retravailler ça. Un autre problème, c'est la trop grande permissivité de notre démocratie. Il n'y a aucune démocratie au monde, dans les pays développés, qui fonctionne comme notre démocratie, où tout le monde peut devenir tout le monde. La démocratie américaine... Donc il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de sélection. Il n'y a pas de soupape, il n'y a pas de filtre. La démocratie est une forme d'organisation de la société qui doit obéir à un objectif. La démocratie américaine est une démocratie fondamentalement bipartite et plutocratique. Il y a deux barrières. Il y a la barrière du bipartisme et la barrière de la plutocratie. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas devenir président des États-Unis. C'est une barrière. La démocratie française est une démocratie élitiste. Élitiste. C'est pour ça que José Bové n'a pas eu, malgré son succès, le parcours d'Emmanuel Macron, ancien banquier, ancien élève de grandes écoles françaises. Vous voyez, la démocratie belge est une démocratie patrimoniale. Vous allez vous rendre compte qu'il y a... Ce sont les familles. Ce sont des familles qui se succèdent. La démocratie anglaise est une démocratie monarchiste. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des barrières. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle en Angleterre des lords. Chez nous, nous avons pris la démocratie, mais nous n'avons mis aucune barrière de filtrage pour avoir la garantie que ce sont les meilleurs d'entre nous qui seront aux commandes, qui pourraient être jugés sur cette base-là. Et l'alternative à cela, ce serait des gens encore meilleurs. Chez nous, un médiocre peut devenir quelqu'un. Chez nous, la théorie du dégagisme démocratique, c'est vous prenez un neurochirurgien qui a raté une opération du cerveau, vous vous dites, on le met de côté, on va prendre un boucher. De toute façon, il coupe aussi. Il risque de faire pire. C'est une catastrophe. Et c'est ça le problème de la démocratie congolaise. Et c'est ce qui explique le dévoiement de la qualité de notre système politique. La population a à un moment considéré que l'élite avait échoué. L'élite, et pourtant, avait considéré qu'il y a une différence entre le temps politique, le temps de mise en œuvre et l'espérance des populations et pensait être à temps, alors que le peuple considérait que l'élite était en retard. Et comme il n'y avait aucun instrument pour les réconcilier, la Constitution est un instrument qui réconcilie les gens, parce que c'est une règle sur le fonctionnement de la société. Mais nous n'avons pas de tableau de bord sur nos espérances politiques, économiques, sociales et infrastructurelles. C'est ce document que le dialogue intercongolais a omis de nous donner, et c'est une des raisons de la catastrophe dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, en tant que société. On va revenir, Germain Kaminga, sur, j'insiste, les 100 propositions, synthétisées quand même, mais j'aimerais que les gens vous redécouvrent. Pourquoi? Parce que vous avez parlé de l'élite, tout à l'heure vous avez parlé de parcours, parce qu'il y a un problème de background de notre pays. Et c'est ça qui pose problème. Votre caricature du chirurgien avec les bouchers, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, notamment au niveau des députés. Vous avez été un très bon député, excellent ministre, mais aujourd'hui, malheureusement, on vit une situation un peu contraire. Vous voyez, c'est que la rédaction de Télé 50 a préparé. Et juste après, on prendra les questions des gens qui nous suivent, mais également celles que j'ai déjà préparées pour vous. Germain Kaminga. Né le 15 avril 1978, Germain Kambinga Katomba, acteur politique en République démocratique du Congo. En 2005, il commence sa carrière politique au sein du mouvement des libérations du Congo MLC en sigle, parti politique dirigé par Jean-Pierre Bemba Gombo, où il va assurer les postes de porte-parole de 2007 à 2014. Il est parti du MLC la même année. À la suite de cet engagement politique au sein du MLC, il a créé son propre parti politique Liberté, parti positionné au centre de l'échiquier politique. Il crée ensuite le premier mouvement rassemblant le parti politique centriste de la RDC, mouvement nommé le Centre. Le Centre a participé aux élections législatives de 2018 en présentant plus de 700 candidats, mais n'a malheureusement pas eu le seuil requis pour avoir des députés nationaux. Il atteint 145 000 voix, il lui a fallu 182 000 voix. Dans le même temps, le Centre a signé la charte de création du Front commun pour le Congo du président honoraire Joseph Kabila Kabange et s'est positionné ainsi dans l'échiquier politique pendant les élections de 2018.
Germain Kambinga a été élu député national, ministre de l'Industrie. En 2019, il est nommé vice-ministre de la formation professionnelle des arts et métiers au sein du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, premier gouvernement sous la présidence de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Germain Kambinga a fait ses études en économie où il a obtenu une maîtrise en économie internationale à l'université Omar Bongo du Gabon, un DEA en monnaie finance banque, un master in business administration, option économie financière à l'université catholique de Louvain-la-Neuve en Belgique. Quand on regarde ce portrait de Germain Kambinga, on a l'impression que vous êtes plutôt bien né. Parcours envieux. Et jusqu'à devenir ministre très jeune, je vous vois là avec Mbosso, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Vous y étiez pour quoi faire? Et puis, au-delà du jugement que vous avez fait tout à l'heure sur la classe politique ou sur notre démocratie, qu'est-ce qui peut être rattrapé pour que ça aille mieux? Je vais vous étonner. Vous savez, lorsqu'il y a eu la crise entre le FCC et le cash, et que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a tapé du poing sur la table et a annoncé qu'il ouvrait des réflexions pour refonder la gouvernance et offrir des perspectives au Congo, je pense qu'il avait là une occasion. Il y avait une occasion de le faire. Il aurait dû dissoudre l'Assemblée nationale, convoquer des élections. C'était pas un risque? Mais est-ce que on peut espérer changer les choses si à un moment donné on ne prend pas de risque? C'est la même chose avec la guerre qui nous est imposée depuis 20 ans aujourd'hui. À un moment, il faut que nos dirigeants, ceux qui sont au sommet, décident de prendre de vrais risques. Je pense que si le président de la République avait, à ce moment-là, dissous l'Assemblée nationale, les machines à voter existent, on aurait trouvé 150-200 millions pour refaire des législatives. Il aurait opéré cette coupure paradigmatique dont le Congo a fondamentalement besoin. Et je suis le premier à le dire. Vous savez, moi, je fais partie de cette génération intermédiaire, à la fois jeune, mais avec, comme dirait Kofi... 15 ans d'expérience. Ce que je dis, à la fois jeune, mais avec cette somme d'expérience qui pourrait laisser penser que nous faisons partie des vieux. Et pourtant, il y a les présidents de ligue de jeunes dans les partis qui sont plus vieux que nous aujourd'hui. Oui, donc c'est pour vous dire, il aurait opéré cette coupure paradigmatique qui aurait fondamentalement permis l'assainissement de l'espace politique, renforcer la lisibilité et lui aurait donné les instruments réels pour la définition d'une vraie politique de refondation de notre pays. Malheureusement, peut-être des analyses risques-bénéfices, des stratèges politiques de son entourage l'ont amené à appliquer les mêmes méthodes qui ont toujours été appliquées. Ce qu'on appelait débauchage. Qui ont toujours été appliquées. Résultat, le Congo est encore dans l'attente de cet électrochoc qui lui permettra de se remettre sur le rail et de rattraper les espérances qu'avait suscité la réconciliation congolaise sortie du dialogue intercongolais. Parce que nous ne sommes historiquement que dans la suite de résultats du dialogue intercongolais. Parce que l'ordre institutionnel qui nous gouverne aujourd'hui est héritière ou fille du dialogue intercongolais, de sa constitution. Mais orienté à peser les gens qui nous suivent, oui, qui n'ont pas encore eu la réponse à cette question. Oui. Un, quand vous avez été voir Mbosso, c'était pour négocier peut-être un virage vers l'Union sacrée. C'est le président de l'Assemblée nationale. La meilleure des questions que j'ai posées au début, c'est au-delà de votre constat. Oui. Médiocrité, une certaine déliquescence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez dit, Tshisekedi aurait dû dissoudre l'Assemblée. Il ne l'a pas fait. Il a débauché. Il y a Union sacrée aujourd'hui. On dit hétéroclite, etc.
fondamentalement, qu'est-ce qu'il faut? Et l'échéance électorale, c'est dans 1 an. C'est même pas sûr qu'il y aura élection. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Vous avez posé plusieurs questions. D'abord, la première sur cette rencontre. Mais c'est une rencontre. Celle-ci. C'est une rencontre républicaine entre le président d'un groupe politique et le président d'une institution. Je vous ai dit que je suis à l'amorce de la mise... Là, c'est le président du centre. C'est le centre qui a rencontré le président de l'Assemblée nationale. Mais exactement. Pour les 100 propositions? Pour les 100 propositions que nous avons remis au président de l'Assemblée nationale, mais aussi pour notre contribution au débat qui avait cours en ce moment-là à l'Assemblée nationale s'agissant de la loi électorale. Le centre... Qui a été voté entre-temps. Le centre est allé apporter ses propositions républicaines, étant entendu que nous n'avions pas eu les seuils. Le seul canal pour nous de contribuer au débat public, c'est de rencontrer les responsables d'institutions dans une optique républicaine et de leur présenter notre vision des choses. C'est ce qui avait été fait ce jour-là. Et c'était une rencontre qui s'est faite dans la cordialité, d'autant plus que dans une vie antérieure, le président Bosso et moi, nous partagions les mêmes forums au niveau du Front commun pour le Congo dans le cadre de la conférence des présidents. Donc c'est un aîné, c'est un papa que nous connaissons très bien. C'est dans ce cadre-là que nous sommes allés le rencontrer. Comme nous avons rencontré la semaine passée aussi le président de la CENI, Denis Kadima, comme nous avons rencontré il y a quelques jours le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, dans le cadre... Alors justement, c'est cet activisme, avant que vous répondiez sur ma question, qui attend la réponse, de Germain Kambinga, cet activisme avec l'establishment, on a l'impression que vous roulez un peu, vous faites cavalier seul en ce moment. Je ne suis vous pas. êtes en quête de... Mais je suis pas seul, je vois Yves Kissombé aussi. Seul, ça, personne ne fait partie de votre mouvement, je parle seul en termes du centre. Est-ce beaucoup que le d'autres. centre est en quête d'un leadership volontariste? Mais le centre, c'est une jeune structure politique qui vient d'abord se positionner dans un échiquier traditionnel, composé, structuré autour de clivages entre l'opposition et la majorité. L'idéologie que nous nous apportons est une idéologie nouvelle. Donc c'est un combat, c'est une conquête, voix par voix, congolais par congolais. C'est un combat de tous les jours. Expliquer aux gens que nous, notre conviction, c'est que le Congo n'a gagné que lorsqu'il s'est agi de faire des compromis. Jamais dans l'histoire de ce pays, depuis 1960, le Congo n'a gagné lorsqu'un camp s'est arc-bouté et a mis les autres de côté. 1960, c'est la table ronde, c'est les Congolais qui se mettent ensemble. Oui. La démocratisation de notre pays, c'est la conférence nationale des années 90, c'est encore des Congolais qui se mettent ensemble. Le Congo est menacé par une balkanisation, c'est encore le dialogue intercongolais, des Congolais qui font la synthèse et qui essayent de trouver un dénominateur commun face à leurs contradictions. 2012-2013, le Goma tombe. Le président Kabila considère que c'est encore une fois l'occasion de rassembler les Congolais. Concertation. On se met ensemble, le général Olenga, le général Etumba qui sont aux commandes neutralisent le M23. 2016, face à l'impossibilité du processus électoral, la cohésion nationale est une fois encore menacée. C'est le dialogue de l'Union africaine, complété par le dialogue de la Saint-Sylvestre, qui donne à ce pays les premières élections de 2018, la première alternance démocratique. Donc, le centrisme congolais, c'est quoi? C'est de dire, mais si à chaque fois que nous avons réussi, c'est parce que nous avons trouvé l'équilibre, le compromis. Pourquoi attendre les crises conjoncturelles et ne pas structurer une idéologie? Ça enlève l'idéologie? Mais c'est une idéologie. Vous savez bien, Jean-Marie Kassamba, vous êtes un homme extrêmement cultivé, que nous n'avons pas inventé le centrisme. Le centrisme a plus de 2 siècles. En Occident, en France notamment, ça se structure à la avec Bayrou. Avec Bayrou. Qui vient d'avoir beaucoup de ministres au dernier gouvernement. Le Canuet, oui. Emmanuel Macron. Oui. Est un centriste. C'est qu'il a fait avec... c'est la synthèse. C'est l'idée que toutes les solutions de gauche ne sont pas mauvaises, toutes les solutions de droite ne le sont pas forcément. Il y a un juste milieu. Alors, je réponds c'est l'école du compromis. Quand vous regardez ce monsieur, oui. Qu'est-ce que vous sentez dans ce regard? Je parle de leadership volontariste. Est-ce que, allez, je le dis quand même, Germain Kambinga se sent suffisamment outillé pour se passer de familles politiques, des plateformes politiques, pour que le centre aille à la rencontre des Congolais volontairement?
quand on regarde ces regards, on le sent. Mais c'est l'objectif. On ne peut pas avoir pris la décision, il y a presque 10 ans aujourd'hui, de quitter le MLC, qui est le seul mouvement politique dans lequel j'ai milité. Moi, je n'ai milité que dans un seul parti politique. C'est le mouvement, c'est le mouvement de libération du Congo. Ah, c'est vrai qu'on n'avait jamais adhéré ni au PPRD, ni... Mais non. Lorsque j'ai quitté le MLC, j'ai créé mon propre parti politique. Liberté. Liberté, qui est à l'amorce de la création du mouvement politique Le Centre. Nous avons fait ce choix parce que nous voulions avoir la pleine maîtrise de nos perspectives politiques, de notre vision. C'est un combat extrêmement difficile. Allez, on va vous dire que c'est même une folie. Oui. Mais nous y croyons, parce que ça va être long. Ça vous a amené au gouvernement ? Oui, ça va être long, ça va être difficile, ça c'est à la limite périphérique, mais ce qui serait intéressant, c'est que dans quelques années, notre fierté, c'est que l'opposition, la majorité existante, qu'il y ait une reconnaissance définitive de la possibilité au Congo d'avoir un mouvement centriste. Ça veut dire un mouvement... Mais on vous posera la question, Germain Kambinga a combien de divisions? Il a quel moyen, quelle base, quelle bouteille pour peser aux côtés des grands? L'IDPS, le PPRD aujourd'hui, certainement demain, d'autres formations politiques qui vont rassembler. L'avantage du centrisme, c'est que le centrisme présente toujours 3 directions. La première, c'est celle de l'autonomie. C'est le combat, c'est l'idéal. L'idéal pour le centre, c'est que dans les perspectives électorales, nous trouvions les moyens humains, les moyens logistiques et matériels de nous présenter à ces élections de façon totalement autonome. Mais si cela n'était pas possible, nous n'aurions violé aucune prescription biblique en décidant de nous mettre en alliance comme nous l'avons fait en 2018. C'est ça la liberté du centrisme. Et ça doit être dorénavant accepté et compris. C'est parce que c'est ça notre idéologie. Ça veut dire que vous avez pris votre liberté, vous allez avec à qui vous voulez? Mais c'est ça le centrisme. Nous n'avons pas créé le centre autrement que pour être libre. Le centrisme, c'est une grande idée de la liberté. C'est le refus des dogmatismes. C'est pas de l'opportunisme, ça? Alors, dans ce cas, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Allez dire la même chose à Bayrou, à Macron, à Le Canuet, à Ariel Sharon, avec Kadima. Nous n'avons rien inventé. Le centrisme, ce n'est pas de l'opportunisme, c'est la négation des extrémismes. C'est considérer qu'il est toujours possible de trouver des points d'accroche, malgré les divergences. Est-ce que, Germain Kambinga, vous écoutez? Et c'est le triomphe de la raison. L'une des questions que m'a été transmise, c'est... On sait qu'il n'y a pas de moyens pour faire les élections en 2023. Ah ça, je ne savais pas, vous m'informez. Ce n'est pas encore structuré. En tout cas, en écoutant Kadima, le président de l'Assemblée, ou plutôt du Sénat, enfin, CENI, les échéances posent parfois problème. On voit comment la loi électorale a posé problème au niveau du Parlement. D'ailleurs, la classe politique ne demande que autre chose. Hein. On a écouté Fayoulou, on a écouté les catholiques, un peu tout le monde, qui n'a pas encore digéré, pour ne pas dire le passage en force. Et surtout, la guerre qui nous frappe maintenant, qui risque de poser des problèmes. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous préparer à faire des alliances en vue d'une transition éventuelle? Je vais vous donner mon point de vue de la manière la plus directe. Je pense, et le centre avec moi, qu'à un moment donné, la classe politique congolaise doit se regarder en face, doit regarder son peuple en face et doit serrer les priorités. C'est quoi les priorités? La priorité aujourd'hui dans ce pays, pour moi, pour le centre, oui, c'est qu'il faut finir la guerre. Finir la guerre. Lorsque le président Kabila le disait aux Congolais que nous avons un processus démocratique qui nous coûte trop cher, que nous avons des impératifs sécuritaires qui nous obligent à faire des sacrifices, les Congolais n'ont pas voulu l'écouter. Le résultat, c'est que, par exemple, nous sommes allés à des élections sans Béni en 2018. Oui, sans Béni. Oui, en croyant que le Congo pourrait avancer et se développer sans sa partie Est, ce qui est une chimère. Où en sommes-nous aujourd'hui? Mais c'est dangereux ce que vous dites. Non, ce n'est pas dangereux, c'est la vérité. Vous êtes en train de donner des béquilles, pour ne pas dire
la possibilité à Félix Tshisekedi de glisser. Je ne donne la possibilité à personne de glisser. Et je dis au peuple congolais, à sa classe politique, qu'à un moment donné, en tant que nation, nous devons arrêter de considérer que la guerre à l'Est, que nos familles, nos frères et sœurs... Mais parce que vous savez qu'on peut orchestrer, pour ne pas dire instrumentaliser, une crise et dire, voilà, comme dit la Constitution, on ne peut pas faire des élections lorsqu'une partie du pays est sous... Tshisekedi, il est d'ailleurs. Que Kabila est en train d'entretenir ce qui se passe à l'Est pour pérenniser le pouvoir. Moi, là, vous êtes en train de donner des béquilles pour dire... Je vais vous dire. Jamais des élections en 2023 sans l'Est nous qui avons été dans les gouvernements dirigés par Joseph Kabila, oui. Nous avons trop souffert de cette rhétorique. Nous, on a vu le président Kabila avec des doubles cernes sous les yeux à cause de ce problème de l'Est. Et lorsque les gens disaient cela, ce que vous dites, c'est pas nouveau. Oui. Non, c'est Kabila qui orchestre l'insécurité à l'Est parce qu'il veut pas faire d'élection. Oui. Et vous risquez de proposer la même chose à Félix Tshisekedi. Moi je dis, nous avons trop souffert de cette rhétorique malveillante et irresponsable d'une certaine classe politique congolaise pour en faire le relais aujourd'hui. Ce que nous disions à l'époque, c'est ce que je dis aujourd'hui. C'est qu'il faudra à un moment donné que les Congolais comprennent qu'il n'y a aucune alternative à la sécurisation de la partie est de notre pays. Qu'il n'y a aucune alternative à ça. Qu'il n'y a aucun développement, aucun avenir de notre pays tant que nous n'aurons pas gagné cette guerre. Mais l'Est, c'est loin. L'Est, c'est loin. Mais c'est ça la rhétorique des Quinois, de la politicaille quinoise. Irresponsable. Totalement irresponsable. C'est pour ça que des petits voisins de 26 000 km² continuent à s'amuser avec ce pays en se bombant les torses à travers les médias. Germain Kambinga. À un moment c'est bien beau de dénigrer les petits voisins, mais les petits voisins vous tiennent à la barbe. Mais c'est parce que parce que nous ne faisons pas preuve de sérieux. Parce qu'on a des Congolais qui disent ce que vous venez de dire. Que c'est Tshisekedi qui organise l'insécurité à l'Est parce qu'il veut qu'il n'y ait pas d'élection. Oui, mais parce que Tshisekedi, il a dit que Kagame, c'est son frère. Parce que les mêmes Congolais disaient que Kabila orchestre Rwandais avec ses frères rwandais parce qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Oui. Mais est-ce que je dois faire partie de cette classe politique que je considère comme médiocre, qui n'a même pas une once de patriotisme? Non. Moi, je dis aux Congolais la vérité. Et j'ai toujours fait le serment de dire la vérité. Le gouvernement de la République, moi, je lui dis ceci. Nous avons un budget de l'armée qui représente à peu près 4% du budget national. Il faut le tripler. Tripler? Il faut le tripler. Mais avec quelle disponibilité? Mais parce que nous avons des réserves de change, nous avons des perspectives économiques qui sont intéressantes et nous avons surtout une structure économique basée sur la rente des ressources naturelles qui nous permet de tenir dans une perspective de long terme quant à une guerre, ce que le Rwanda n'a pas. Et ça, il ne faut pas l'oublier. L'économie rwandaise, ça tourne autour de 25% d'agriculture, 20% du secteur industriel. Là-dedans, il y a à peu près 11% du secteur des mines. Sur les 11% du secteur des mines, il y a à peu près 9% résultat d'un raccordement frauduleux avec l'Est de la RDC. Et le reste, c'est une économie des services. D'assistance. Assistance et services. Oui. Ça veut dire que dans une logique de guerre, le jour où les Congolais arrêteront de penser que Kinshasa, c'est loin, le jour où la classe politique congolaise comprendra qu'on ne peut pas développer ce pays en mettant en avant la politique politicienne, mais qu'il faut d'abord retrouver les frontières sécurisées et que les richesses de l'Est du pays profitent au développement de notre pays, le jour où on le fera, le Rwanda ne tiendra pas. Dites-moi, vous voulez faire quoi, Germain Kambinga? J'ai écouté... Donc, je disais... J'ai écouté Adolphe Muzito dire il faut faire la guerre au Rwanda. J'ai écouté... beaucoup de politiciens qui aujourd'hui sont devenus belliqueux, tout en minimisant le Rwanda, bien évidemment, mais en interne, ils ne s'organisent pas pour que Tshisekedi ait le maximum d'atouts. Comme ils ne s'organisaient pas pour que Kabila, qui était obsédé par cette guerre... Mais parce qu'on le sent seul, Tshisekedi, maintenant. On le sent seul devant cette affaire. Mais c'est ce que je vous explique. C'est de lire... C'est quoi votre potion magique? Mais ma proposition, elle est la suivante. Je vous ai dit,
Premièrement, je considère que 3 milliards 500 000 $ de réserve de change, c'est inutile. Ah oui? Oui, parce qu'on a juste besoin de 1,7 milliard pour tenir. On l'a fait pendant des années. Le surplus, c'est de l'argent immobilisé qui ne rapporte pas autant d'intérêt que ça. Il y a mieux à faire avec cet argent. C'est très bien. On a prouvé que nous pouvions le faire. Mais je pense qu'on peut avoir une meilleure utilisation. Ensuite, je considère qu'il y a une mutation de notre économie qui doit se faire pour qu'on s'inscrive dans une économie de guerre. Parce que nous devons finir cette guerre. Et vous mettez 1 milliard pour les forces armées? Il faut au minimum 1,5 milliard chaque année. Je vous explique, très rapide. Et c'est faisable. C'est faisable. Et nous ne le faisons pas parce que nous, les Congolais, nous raisonnons, comme vous venez de le dire, et nos voisins l'ont compris. C'est pour ça qu'ils pensent que nous sommes faibles. Nous nous disons, c'est loin. Nous sommes habitués à vivre avec cette petite douleur dans l'orteil. Mais on oublie que tant qu'on n'aura pas fait le diagnostic, on ne saura pas s'il s'agit d'une gangrène et que nous risquons une septicémie, ni si c'est un cancer et que nous risquons une métastase. Donc il faut faire très attention avec ce problème de l'Est. Moi, je pense que c'est une priorité. Quand je dis 1,5 milliard par an dans l'armée, dans la question de la guerre, pas l'armée spécifiquement, la question de la guerre, il y a le renseignement, il y a la transformation de notre économie en économie de guerre avec la possibilité de production locale de certaines armes pour contourner la problématique des contraintes les contraintes qui nous sont imposées par... la déclaration préalable, etc. Exactement. Oui. Nous avons la question du fonctionnement et de la prise en charge des militaires. Nous avons la question de la diplomatie. Qu'est-ce que vous faites de la corruption au sein de l'administration, notamment sécuritaire? Le renseignement. Je vous ai bien dit que le préalable, et je l'ai dit avant, c'est d'abord un leadership politique sérieux qui prend comme priorité cette question. Donc je disais, nous avons ces questions-là. Nous avons la question de la diplomatie. Vous êtes un homme de l'international. 20% d'une guerre se gagne de façon diplomatique. Nous n'avons pas assez de moyens mis au service de notre diplomatie dans une situation de guerre. Troisième élément, c'est la communication. Il n'y a pas assez de moyens mis au service de la communication. Je vous explique. Le fonds de commerce du Rwanda, dans ses rapports belliqueux avec la RDC, repose sur un storytelling très simple. Nous avons eu un génocide, nous sommes un pays fragile, nous faisons des efforts de développement, mais le ventre mou de notre stratégie, c'est notre voisin qui héberge ceux qui étaient à l'origine de notre génocide de 1900. Vous savez qu'on est en direct, Germain Kambinga, et que vous êtes très suivi en ce moment. Quelques questions qui proviennent de... Mais si je ne termine pas mes développements... Mais on privilégie le direct. Ok. Patrice Kazadi, qui est à Pretoria, en Afrique du Sud. Oui. Il dit, monsieur Jemka, demandé à Germain Kambinga de dire clairement aux Congolais ce qu'il ferait si par hasard il est président de la République, en priorité. Et il y a d'autres questions? Comme Deuxièmement, on va répondre. Laurent Mukolongo à Luanda, en Angola, dit que doit faire le président Tshisekedi face à Kagame aujourd'hui à Luanda. Ok. Troisième question, Jacques Kambananga à Lubumbashi. Il dit, M. Kambinga est un économiste sérieux qui nous dise comment justifier les caisses pleines de l'État et les difficultés des Congolais et la prise en charge des militaires à l'Est. Ça va. Le président Tshisekedi est avec Kagame. J'étais en train de vous expliquer, je peux rejoindre les deux questions, oui. Que le troisième pan, c'est un pan lié à la communication. Et puis justement, et je vous ai parlé de la diplomatie. Il y a une rencontre. Ce n'est pas une négociation, comme certains Congolais c'est une rencontre tripartite. Qui pensent s'amuser avec des sujets sérieux font. Oui. C'est une rencontre. C'est une occasion extraordinaire, effectivement, pour le président Tshisekedi. On nous suit en Angola. De changer l'orientation de ce débat. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit dire à Kagame et à l'opinion internationale une seule chose, que le Rwanda est un pays faible. Faible. Extrêmement fragile, de par sa structure socio-démographique, qui a traumatisé l'humanité avec un génocide en 1994, et qu'il faut protéger ce petit pays. Mais pour protéger ce petit pays doit lui-même arrêter de jouer avec le feu. Parce que arrogant, mon pays, non, on est moins arrogant,
que M. Kagame est son ambassadeur qui, chaque jour, Qui est déjà parti. Et qui laisse penser que le Congo est un pays faible. Moi, je suis en train de vous démontrer que ce n'est pas vrai. Je vous dis, il doit pas aller... À mon avis, le président de la République ne doit pas se présenter, se mettre dans une posture plaintive, mais dans une posture menaçante. Expliquer que le Rwanda est très fragile, que le Rwanda est à l'origine de la commisération de l'humanité pour se redresser, et que ces efforts peuvent être remis en cause. Parce que les Congolais peuvent décider d'arrêter tout cela parce que nous avons payé une facture de solidarité internationale importante. Expliquer que le Rwanda a une économie fragile, que dans une guerre, ils ne peuvent pas tenir, je vous l'ai dit. Une économie basée sur le risque réputationnel est une économie faible qui ne peut pas faire de guerre. La Russie... Expliquer risque réputationnel. Ça veut dire, nous investissons dans ce pays, les investisseurs étrangers, parce qu'on a l'information comme quoi il est sécurisé, le risque pays est bas. Mais si nous faisons la guerre, il n'y a plus de touristes qui viennent. Il n'y a plus d'investissements étrangers dans ce pays. Et ils n'ont pas les ressources naturelles qui leur permettraient de combler ces difficultés. Crise économique, crise sécuritaire, on va se retrouver avec les démons du passé et des risques de la renaissance d'un génocide dans ce pays. Et le président de la République doit dire que nous, on ne veut pas porter cette responsabilité. C'est pour ça que nous avons été patients jusque-là. Et expliquer que nous sommes des milliardaires en ressources naturelles. Et ces ressources se retrouvent parfois à plus de 2 kilomètres de là où se situera le théâtre de la guerre. Ils ne peuvent pas tenir dans le long terme. Et ils ne peuvent pas gagner dans une guerre éclair. Ils ont essayé en 98, ils n'ont pas réussi. Ils ont essayé après l'assassinat. Là, ils sont en train d'essayer d'ailleurs. Ils sont aux encablures de Bunagana. Ils ont essayé. Jusqu'à Rutshuru. Ils ont essayé lorsque Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Ils n'ont pas réussi. Ils ont encore essayé en 2013 avec le M23, en 2008 avec le CNDP, en 2013, je disais, avec le M23. Oui. Ils n'ont jamais réussi. Donc nous devons dire à Luanda que si la communauté internationale ne fait pas ce que Boutros Ghali appelait la diplomatie préventive, pour expliquer au Rwanda que le crapaud qui veut se prendre plus gros que le bœuf, ce n'est pas possible. Mais Jean-Marie Kassamba, les Congolais parfois se sous-estiment et c'est dommage. Mais c'est une question de bon sens. Comment on peut imaginer qu'une économie de 12 milliards de PIB peut être plus forte qu'une économie de 50 milliards de PIB? Qu'une économie de 4 milliards de budget peut être plus forte qu'une économie de 10 milliards de budget? Qu'un pays de 100 millions d'habitants peut être plus faible qu'un pays de 12 millions d'habitants? Qu'un pays de 2 345 000 km² avec des richesses immenses peut être plus faible qu'un petit pays de 26 000 km²? Ça se fait comment? Ça se passe comment? Mais alors, comment expliquer la suprématie supposée de l'homme rwandais? Il n'y a aucune suprématie. On dit intelligent, bien organisé, structuré. Moi, je m'appelle Kambinga Katomba Germain. Je n'ai aucun complexe contre qui que ce soit sur Terre. J'ai la fierté d'être un intellectuel congolais et je suis prêt à affronter n'importe lequel de leurs intellectuels et leur prouver qu'ils sont en train de se tromper et qu'ils doivent arrêter. Il n'y a aucun complexe. Quel Congolais? Vous avez déjà vu un Congolais? Les Congolais n'ont qu'un seul complexe. En règle générale, c'est un complexe de supériorité, mais parfois mal placé. Et qui parfois nous entraîne en dehors de l'action. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une espèce de résurgence d'une certaine fierté congolaise vis-à-vis du Rwanda? Mais parce que nous avons la pleine conscience de la grandeur de notre pays. La responsabilité du Congolais dans ce qui se passe, c'est que nous avons eu la faiblesse et nous avons fait le péché de ne pas écouter ce que Joseph Kabila nous disait à l'époque. Quoi? Qu'il fallait régler cette histoire et que cela exigeait des sacrifices. Certains ont fait de Joseph Kabila, non pas l'acteur pour résoudre le problème, mais ils ont convaincu l'opinion que c'était lui le problème. Et aujourd'hui, on a fait des élections cosmétiques, mais on n'a pas résolu le problème. Mais justement, aujourd'hui... Donc il faut, parce que vous parliez tout à l'heure, vous sembliez choqué
quand je vous expliquais que moi, si j'avais un choix à faire, je suis dans l'opposition, je n'ai pas de fonction. Je regarde à la télé comme vous la gestion du pays, mais je peux encore attendre, et je préfère attendre jusqu'en 2024, 2025. Si on me rassure que les fonds seront mis à la disposition en 2024 d'une véritable stratégie 2025. Pour terminer définitivement cette guerre. Oui. Parce que tant que nous n'aurons pas, en tant que Congolais, pris la pleine mesure de cette problématique, compris qu'il n'y aura pas de développement, tous les rêves que les étudiants, que les jeunes font pour leur avenir n'existera pas tant que l'Est du pays sera considéré comme un sujet périphérique. On va terminer cette émission, Germain Kambinga, parce qu'il y a énormément de gens qui suivent. Il y a un professeur Landry qui est à Dakar, au Sénégal, qui dit « Merci GMK, je vous suis depuis Dakar avec mes étudiants des relations internationales. Pouvez-vous proposer au chef de l'État de se retourner vers la Russie, à l'exemple du Mali, Centrafrique, de la Libye et les autres ?» Enfin, c'est pas moi qui propose, le chef d'État. Le chef d'État nous suit. Certainement que le message de Germain Kambinga aujourd'hui, très endiablé, pourrait être transmis directement, parce que le chef d'État à Luanda. Deuxième question, Polycarpe Kazadi à Libreville au Gabon. Selon Germain Kambinga, comment justifier l'arrogance alors de Kigali sur cette affaire de M23? Kagame a dit, d'abord, je ne veux pas supplier que je participe à cette force de l'Est africain. D'ailleurs, si les Congolais veulent m'affronter, je suis prêt pour le pire. Mais alors, c'est Rafik l'a dit ce matin. Mais c'est très simple, mais je l'ai dit précédemment. Mais c'est parce qu'il n'a pas encore trouvé en face de lui une opinion congolaise rassemblée et décidé à régler cette question. Il sait que pendant que nos jeunes gens meurent à l'Est pour essayer de protéger le territoire, certains, parmi nous, les politiciens, nous n'avons qu'une obsession. Ça va de poste ici à Kinshasa. Exactement, et cette histoire d'élection. Parce que certains veulent devenir députés, d'autres devenir présidents, ainsi de suite. Donc, focaliser l'élection 2023 et Kagame est en train de menacer à l'Est. Exactement. Il sait que c'est comme ça que nous sommes comportés ces dernières années. Et lui... Est-ce que ça a changé, ça, avec votre discours d'aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, comme le professeur l'a dit, que dans la mentalité, dans le fonctionnement de l'homme politique congolais, cette arrogance de Kagame vous a un tout petit peu titillé? Mais il faut que ça nous réveille. Ça doit nous rappeler que nous sommes la grande nation de la sous-région. Nous ne sommes pas la petite nation. On n'est pas la petite RDC, nous sommes le grand Congo. Et ça, il faut que nous l'intégrions. Et pour l'intégrer, nous devons retrouver la plénitude de la gestion de notre territoire national. C'est une question d'honneur, c'est une question de dignité. La RDC ne peut pas être grande avec sa partie Est régulièrement violée par des groupes armés stipendiés à la solde d'une puissance lilliputienne. C'est une insulte à notre existence en tant que nation. Question fondamentale que les diplomates se posent, et ma foi avec certains. Est-ce que vous êtes des racistes maintenant vis-à-vis des rwandophones ou des Tutsis avec... Excellente question. À faciès, c'est un peu vous êtes le patron de la chaîne, vous allez sur ce sujet-là peser de votre poids pour me donner 2 minutes. Je vous en prie. Alors, il fallait absolument poser cette question. Je vous ai dit tout à l'heure que le Congo doit se décider à gagner cette guerre. Que le Congo doit, à un moment, s'arrêter et dire le corps ne va pas bien lorsque le pied a mal. Le corps ne va pas bien lorsque le bras est paralysé. Il faut résoudre le problème. J'ai dit qu'il fallait mettre les moyens. Parce qu'il faut plus de financement pour le renseignement de très haut niveau. Il faut plus de financement pour le matériel militaire, avec même possibilité de construction d'usines sur place, parce qu'il y a des armes que nous pouvons déjà fabriquer. Nous avons commencé à le faire. Exactement. Il faut... On a l'ICASI, toute une usine là-bas. Il faut renforcer la diplomatie et la communication internationale pour changer la perception de l'Occident et de la communauté internationale sur ce conflit. Et je vous ai donné la thématique, ça doit être, il faut protéger le Rwanda et non pas protéger le Congo. Parce que le Congo, s'il réagit, le Rwanda va nous présenter encore une catastrophe. On n'est même pas... On va qu'il y ait au deuxième génocide. Exactement. Donc il faut arrêter ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cet effort-là, d'un Congo qui sera uni pour gagner, comment est-ce qu'on pourrait se passer de cet instrument stratégique qu'est le fait d'avoir au Congo des populations qui ont le même faciès que les Rwandais?
Mais pour avoir de telles idées, il faut être un nain intellectuel. Mais on dit vous êtes anti-Tutsi, anti-Banyamulenge. Mais laissez-moi terminer. Mais laissez-moi terminer. Particulière. Jean-Marie Kassamba, laissez-moi terminer, vous allez voir où je veux arriver. Il faut être un nain stratégique pour penser comme ça. Là, une guerre se gagne aussi par le renseignement. Quelle force avons-nous avec cette population si ces gens se sentent... Pourquoi voudriez-vous qu'un Tutsi congolais qui est du Massissi, d'un grand pays comme la RDC, soit plus fier d'être rwandais que congolais? C'est quand même extraordinaire. Comment pouvez-vous penser que c'est plus il est naturel pour... Mais c'est parce que nous n'avons pas compris et que nos leaders politiques ne comprennent pas. On ne capitalise pas assez. On ne capitalise pas. Même en termes de renseignement, je ne dévoile pas les secrets. Mais des Russes ont infiltré les États-Unis pendant la guerre froide. Des Américains ont infiltré l'Union soviétique pendant la guerre froide. Des Américains ont retourné les Chinois pour espionner la Chine. Les Chinois ont retourné les Américains. Et vous avez des Banyamulenge, des Tutsis qui sont congolais, qui peuvent se fondre dans la masse au Rwanda, prendre des renseignements et donner un avantage stratégique à votre pays. Et vous dites que ces gens-là sont vos ennemis. Donc, en période de paix, ils sont congolais, mais quand on a le plus besoin d'eux, ils deviennent des ennemis. Mais si on dit qu'il y a des infiltrations, mais il y a des infiltrations dans toutes les structures stratégiques du monde. Mais comment on règle le problème des infiltrations? C'est par la règle et c'est par le renseignement. C'est le renseignement qui combat le renseignement. C'est pour ça qu'il faut plus de moyens. On appelle ça du contre-espionnage. Exactement. Donc, ça veut dire que pour moi, en tant qu'acteur politique, quand le Congo est en guerre avec les Tutsis, je pense que les Tutsis congolais sont mon meilleur argument de renseignement. Dernière question. Quand le Congo est en guerre contre le Soudan, ce sont les habitants de Faradje qui deviennent les meilleurs arguments. Ils ne deviennent pas des Soudanais. Donc il ne faut pas se tromper. Les responsables politiques congolais doivent arrêter de s'accommoder du petit rôle d'accompagnateur des foules. Le leader dirige la foule, le leader fait de la stratégie, le leader analyse froidement. Dernière question, Germain Kambinga, est-ce que vous vous mettrez facilement, pour ne pas dire aisément, à la disposition du conseiller de Félix Tshisekedi pour sortir un peu de cette affaire, d'ouvrir, de rassembler et de consulter tout le monde, Joseph Kabila y compris? Mais moi, je suis de ceux qui ne peuvent pas être opposés au Conseil. Je suis un centriste. C'est le fondement même du centrisme. Faire l'éloge du compromis et de la recherche de l'équilibre. Dans la phase actuelle de l'histoire de notre pays, le rassemblement est plus que nécessaire. On ne gagne pas une guerre dans la division. Le rôle du chef de l'État, effectivement, je l'ai dit, c'est celui-là. Il a deux rôles. Il a celui de chef de guerre, qui est incontestable et qui ne doit surtout pas être critiqué, sinon on affaiblit notre armée. Il a le rôle de président de la République, chef des institutions, pour la conduite des affaires courantes, mais il a aussi un rôle politique. Parce que la conduite d'un État est d'abord une question politique. Donc, dans des moments comme ceux que traverse notre pays, le chef de l'État ne peut pas s'offrir le luxe de faire des économies d'initiative. Rencontrer Joseph Kabila qui a dirigé le pays pendant 18 ans, qui a suivi ces questions-là, mais c'est tout à fait naturel. On le voit dans toutes les démocraties. Nous sommes la seule démocratie qui pense que lorsque le pays est en guerre, on peut critiquer le commandant en chef, on peut faire de la politique politicienne, on peut minauder sur des situations qui sont pourtant évidentes. On a suivi récemment en France Macron, président de l'Union européenne, bénéficier d'un blanc-seing pour se faire élire, à leur corps défendant, mais parce qu'il y a un pacte républicain qui fait qu'on ne peut pas aimer la France et l'affaiblir lorsque le président de la République joue ce rôle pour la grandeur de la France. De la même façon, Macron a compris qu'il était obligé de s'ouvrir et d'écouter. Il a fait venir tous les acteurs politiques de premier rang pour les écouter. Sarkozy, Hollande. Exactement, les anciens présidents. Et même le président de la République démocratique du Congo n'a qu'un seul prédécesseur.
c'est alors peut-être même son plus grand conseiller, à mon avis. Ce que Kabila peut donner comme conseil à Joseph Kabila, je ne peux pas. Plutôt à Tshisekedi, je n'ai pas les capacités. Qui peut avoir plus de capacités de conseil que Joseph Kabila pour Félix Tshisekedi dans ce type de circonstances? Ceux qui disent le contraire sont des extrémistes irresponsables, qu'il s'agisse du camp du FCC ou du camp de l'Union sacrée. Moi, j'ai l'avantage d'avoir choisi le centrisme et ça me donne la liberté. Je suis un libertarien et je dis ce que je pense. Merci. Nous sommes en guerre, le pays doit être uni, le président de la République doit écouter et la première personne qui devrait écouter, à mon avis, c'est son prédécesseur. Merci Germain Kambinga. On a bien compris effectivement que c'est une sortie médiatique bien préparée, bien calibrée, qui ouvre les perspectives et qui donne des conseils. On le sent d'ailleurs, y compris les questions que nous avons reçues ici. On vous suivra de très près. Merci beaucoup. Merci à vous. L'émission, ça sera rediffusé comme des coutumes. C'est déjà en ligne. Coupez les morceaux qui vous intéressent et surtout, relayez tout simplement. Germain Kambinga répondra. À très bientôt.